Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session intitulée Transition et justice avec un point d'interrogation où l'on aura la tâche difficile de parler de la transition énergétique et des façons de la rendre plus juste, plus équitable. Mon nom est Fabrice Murtin, je suis économiste senior à l'OCDE, au Centre sur le bien-être, l'inclusion, la soutenabilité et l'égalité des chances. Et pour cette session, j'ai la chance d'avoir avec moi trois experts éminents. Simon Touboul, qui est un collègue de l'OCDE au sein de l'équipe Résilience et Adaptation. Simon est titulaire d'un doctorat en économie des mines Paris. Il a effectué des missions de conseil pour la Banque mondiale avant de rejoindre l'OCDE. Simon va commencer sa présentation pour vous offrir un panorama général des problèmes de justice environnementale et des problèmes d'équité. Ensuite, Fanny Henriette va nous parler plus précisément de la taxe carbone. Est-elle juste ou injuste? Quelle est la façon de la rendre plus juste? Fanny est directrice de recherche CNRS en économie à l'université d'Aix-Marseille. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'EHESS et d'une habilitation à diriger les recherches de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a travaillé à l'ETH Zurich, au Centre d'économie de la Sorbonne, avant de rejoindre l'École d'économie de Paris en 2016 et Aix-Marseille en 2023. Fanny a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2023 et elle est l'auteure de nombreuses publications dans des revues internationales. En particulier, elle a coécrit l'ouvrage « La transition énergétique, objectif zen » avec Kathleen Schubert aux presses de la rue d'Ulm. Pour finir, Stéphane Zuber, directeur de recherche CNRS en économie de la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris, aura la lourde charge de conclure cette session et il sera amené à nous parler du long terme. Quelles sont les trajectoires qu'on peut prévoir sur les courbes de température, sur le prix du CO2, de quelle manière est-ce que le sujet de l'équité et celui de l'efficience se recoupent? Sont-ils indépendants ou non? Stéphane est directeur de recherche au CNRS, chercheur en économie au Centre d'économie de la Sorbonne et l'École d'économie de Paris. Ses recherches portent sur l'équité entre les générations et les décisions pour le long terme, avec un intérêt particulier pour les politiques climatiques. Sur ce, je donne la parole à Simon. Merci beaucoup, Fabrice. Donc, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour mes premières journées de l'économie. J'avais des slides. Ah, super. Et donc oui, donc j'ai la lourde tâche, ou en tout cas, lourde, je ne sais pas, mais assez complexe, d'essayer de résumer en quelques minutes et de faire un petit panorama de ce qu'est la justice climatique. Donc je vais essayer de présenter ça sous deux angles que sont l'échelle nationale en France et dans le monde. Et j'ai pris quelques libertés avec le sujet, puisque je vais essayer de couvrir à la fois la transition environnementale, mais aussi les questions de l'adaptation au changement climatique. Donc pour ça, je vais commencer d'abord par décrire un petit peu, essayer de faire un petit tour d'horizon de quels sont les concepts et les enjeux autour de cette justice climatique. Ensuite, je me suis posé la question de savoir comment on pouvait essayer d'approcher cette question de la justice climatique avec l'angle économique. Et finalement, j'en suis arrivé à une certaine conclusion qu'on pouvait l'approcher par le problème des inégalités. Et on verra en quoi étudier les inégalités en économie, c'est un peu plus facile que la notion de justice. Et en allant un peu plus en profondeur dans le sujet, je me suis dit qu'en fait cette justice climatique, elle avait un peu trois angles, et qu'elle était en fait constituée d'une espèce de triple justice ou triple injustice que j'essaierai d'illustrer via l'exemple de la justice climatique territoriale, donc une des dimensions. Donc pourquoi il faut s'intéresser, pourquoi cette question de la justice climatique est primordiale? Donc comme je l'ai dit, elle est à double facette, on va dire qu'il y a deux dimensions. Donc d'abord une justice climatique nationale et aussi à l'international. Et elle couvre à la fois le champ des impacts du changement climatique, donc qu'on pourrait
qui ensuite nous amène à la thématique de l'adaptation, et aussi la question de la transition environnementale, plutôt liée à l'atténuation, donc aux diminutions des émissions de carbone. Et je dois préciser d'ailleurs que cette présentation, n'engage que moi, et ce n'est pas une présentation au nom de l'OCDE, voilà, j'ai oublié. Et que donc au sein des pays, entre les pays, donc, en concernant les impacts du changement climatique, je pense que personne n'ignore ici que ce sont les pays les plus pauvres de la planète et ceux qui ont le moins contribué à ce problème qui sont les plus exposés et seront probablement les plus impactés dans le futur par ce changement climatique. Donc c'est une injustice très très forte. Mais c'est aussi vrai au sein des pays. En France, il y a une forte disparité locale des émissions, mais aussi sociale. On sait que les personnes qui ont des moyens un peu plus importants et plus de revenus sont ceux qui émettent le plus, comparé aux ménages les plus pauvres. Mais c'est aussi les ménages les plus pauvres qui ont généralement le moins de capacité à s'adapter et qui sont les plus exposés à ce changement climatique. C'est aussi vrai avec la transition environnementale et les politiques notamment d'atténuation du changement climatique, comme la taxe carbone par exemple, mais pas seulement. Avec un coût d'abattement des émissions qui sont différenciés entre les pays. Il y a des pays qui sont sur une trajectoire de développement qui dépend entièrement des infrastructures existantes et de l'énergie et de l'intensité carbone, par exemple, des dispositifs énergétiques en place pour leur développement. Et donc c'est très coûteux pour eux, beaucoup plus peut-être que pour d'autres pays, de changer de trajectoire. Et c'est la même chose, encore une fois, au niveau national, puisqu'il y a des politiques environnementales qui peuvent être fortement régressives. Tout le monde a en tête l'épisode des Gilets jaunes en France, mais on envisagera sûrement plein d'autres exemples lors de cette discussion. Et donc, elles existent, ces injustices, elles sont nombreuses, mais alors pourquoi elles sont importantes? Alors, j'ai listé quelques impacts ou quelques conséquences de ces injustices climatiques, qui ne sont pas du tout exhaustives, évidemment, mais d'un point de vue très macroéconomique ou macro en général, elles menacent la sécurité alimentaire, la santé et, in fine, ou en plus, la paix dans le monde, et aussi au sein des pays. Lorsque vous êtes un agriculteur et que vous ne pouvez plus cultiver, vous allez migrer, vous allez créer des tensions sûrement avec d'autres peuples au sein de votre pays, mais aussi à l'étranger. Et ça a aussi évidemment des impacts, ce changement climatique, sur la santé et in fine, encore une fois, sur la paix. Ça entrave, alors d'une part le développement économique, comme je l'ai dit, des pays, notamment évidemment les pays en voie de développement, mais aussi l'activité économique en général. Évidemment, des entreprises ou des secteurs économiques qui sont plus intenses en carbone vont être plus impactés par certaines politiques que d'autres. Et au niveau français, je trouve que c'est assez important de souligner que ça menace aussi en partie notre contrat social, ces inégalités, parce que finalement, de nombreuses politiques, si elles ne prennent pas en compte ces injustices, vont renforcer bien souvent les inégalités socio-économiques existantes en termes de richesse, de genre, mais aussi par exemple auprès des minorités, qui sont souvent les plus exposées au changement climatique. Et ça constitue en partie une entrave aussi au pouvoir d'achat et au bien-être individuel. Je me propose aussi de faire un petit panorama de, entre guillemets, où on en est. Alors c'est encore une fois pas exhaustif, mais de cette question de la justice climatique en France et dans le monde. Donc récemment, la Cour de justice internationale a été saisie au début de cette année par l'Assemblée générale de l'ONU, afin qu'elle donne son avis sur les obligations des États en matière de changement climatique. Donc ça devient un sujet de justice vraiment. Il y a aussi eu on a acté la création du Fonds pour pertes et dommages à la COP27 qui vise à compenser et à rendre justice, on va dire, aux pays les plus pauvres de cette planète pour les dommages qui ont été créés en partie par les pays aujourd'hui les plus riches. Et on voit aussi une multiplication des recours en justice. Donc la Cour de justice européenne accepte maintenant ou reconnaît les assignations pour inaction climatique. On en a des exemples très récents. Donc des étudiants portugais ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme récemment, notamment pour les feux de forêt qui ont ravagé le pays cet été, en clamant que les 33 pays ne font pas assez, donc les pays de l'Union européenne, mais pas seulement, ne font pas assez pour la lutte contre le changement climatique. Et l'État français, vous le savez sûrement, en 2021, a été aussi condamné pour inaction climatique et a été sommé de compenser le dépassement d'émissions qui a été jusqu'ici atteint. Mais ça va aussi dans l'autre sens, et c'est intéressant, et ça complexifie encore la chose, puisque, par exemple, la Pologne, elle a aussi attaqué en justice le pacte vert européen, parce qu'elle le juge trop ambitieux, ou en tout cas injuste, au vu de son économie qui est basée pour beaucoup sur le charbon et très intense en carbone. Et donc, finalement, cette question de l'injustice, elle a une forte dimension politique, ou même philosophique, de définir qu'est-ce qui est juste.
Et donc, pardon, je vais passer cette slide. Et donc, définir qu'est-ce qui est juste, je ne pense pas que ce soit le rôle forcément des économistes. Et je me suis posé la question de me dire, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'aborder l'injustice ou la justice climatique quand on est économiste? Et je suis tombé sur une citation d'Éloi Laurent dans un avis du CESE, donc qui est aussi un économiste, qui dit que pour transformer une inégalité en injustice, il faut une théorie de la justice ou une référence à un texte de droit positif qui incorpore des principes de justice. Et finalement, j'ai pris cette phrase ou cette citation à l'envers. Je me suis dit, bon alors, nous, en tant qu'économistes, on n'est pas forcément là pour définir des textes de droit ou pour définir des principes de justice. On a tous notre notion de ce qui est juste ou injuste. Par contre, on est plutôt bon, ou en tout cas, on a des bases assez solides pour mesurer les inégalités, et les inégalités face à la fois aux politiques et aussi aux impacts du changement climatique. Et ça a plusieurs avantages en économie. La première chose, c'est que les inégalités sont mesurables. Et donc on peut dire, tel pays il a subi plus de dommages ces 10 dernières années que tel autre, tel ménage sera plus impacté par une taxe sur les carburants que tel autre, etc. etc. On évite aussi les dimensions, comme je l'ai dit, politiques et juridiques de définir ce qui est juste, ce qui n'est pas forcément le giron des économistes. Et en plus, on peut quand même, et je pense qu'on le verra tout à l'heure, se baser sur une littérature qui existe déjà et qui est assez foisonnante sur l'économie des inégalités. Il existe déjà des outils et des indicateurs pour mesurer ces inégalités. Et comme je le disais en introduction, en étudiant un petit peu cette problématique de la justice climatique, on se rend compte qu'elle a finalement trois angles, où elle peut être attaquée sous trois aspects qui se renforcent mutuellement, et on va dire que chacune de ces injustices crée une injustice encore plus grande globalement. La première, c'est la question de la responsabilité, donc à la fois au niveau national, mais aussi international. Les pays et les ménages n'ont pas tous la même responsabilité dans la création de ce problème, notamment parce qu'ils n'émettent pas tous, ils n'ont pas tous émis ou n'émettront pas tous la même quantité de CO2. Or, ça crée un changement climatique qui est global. Donc ça, c'est une première inégalité. Et ensuite, les impacts de ce changement climatique, ils sont très localisés, donc injustes ou inégaux selon les territoires, et aussi différenciés, c'est-à-dire que l'agriculture ne va pas souffrir de la même manière des mêmes aléas climatiques que les industries ou que même le tourisme. Et enfin, troisième injustice, les moyens d'action, qu'on pourrait résumer comme les alternatives ou les capacités de transformation dont disposent les pays, mais aussi les ménages, pour à la fois s'adapter au changement climatique et aussi atténuer ce changement climatique, sont très très inégaux. Et donc je vais essayer juste rapidement d'illustrer sur une des dimensions de cette justice climatique, cette triple injustice. Mais d'abord, je voudrais juste revenir et ajouter un peu de complexité en disant que les dimensions de la justice climatique sont vraiment nombreuses. Donc il y a la justice intergénérationnelle, je pense qu'on en reparlera juste après, mais de manière un peu triviale, la question est que les émissions d'aujourd'hui, la consommation, le bien-être que nous apporte cette consommation aujourd'hui et ces émissions, elles vont impacter majoritairement les futures générations, et donc ça crée une injustice. Même chose pour une question de solidarité internationale entre les pays, les émissions sont diffuses mais les impacts sont locaux, c'est la même chose au niveau national, et il y a aussi, on peut l'illustrer, une forte différenciation par exemple entre les territoires ruraux et les territoires urbains, parmi beaucoup d'autres différences entre ces territoires. Et c'est aussi, je l'ai nommé tout à l'heure, une question d'équité sociale, de classe sociale, de genre. Les émissions et les moyens d'action sont fortement en fonction des revenus, mais aussi de la situation géographique des différents ménages. Et on voit aussi, en France, mais pas seulement, dans le monde, que ce sont souvent les minorités et les femmes qui sont les plus exposées et les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Si je résume rapidement, ou j'illustre rapidement ce triangle des injustices sur les inégalités territoriales en France, on voit que dans la responsabilité, ou en tout cas dans les émissions, les territoires déjà ne sont pas tous égaux. Cette carte, elle montre, c'est un exemple parmi d'autres, elle reprend les différents sites industriels qui sont dans le schéma des EU ETS, donc du marché carbone européen. Et on voit qu'il y a certains sites industriels, qui sont les gros ronds, qui émettent beaucoup plus que d'autres. Et sauf que indirectement, ces territoires, donc par exemple le nord de la France ou ici le sud, ils profitent de ces industries pour se développer, pour financer d'autres infrastructures, etc. Mais à l'inverse, beaucoup de l'emploi, par exemple, de ces régions peut reposer sur ces sites industriels, et des politiques climatiques pourraient mettre à mal l'emploi et le bien-être et la richesse de ces régions.
De même, les impacts climatiques, et vous l'avez sûrement tous en tête, sont très différents, ou en tout cas le risque climatique est très différent. Donc, sur la carte de gauche, si elle est bien à gauche pour vous aussi, oui, on a l'indice d'exposition, donc c'est un indice d'exposition global qui mêle tous les aléas climatiques, et on voit donc les territoires sont exposés d'une manière bien différente. En blanc, il y a des territoires qui sont très peu ou pas exposés, et en rouge, des territoires fortement exposés. Et c'est loin d'être anecdotique, mais c'est aussi vrai pour les Outre-mer, parce qu'on pense fortement à la France métropolitaine quand on raisonne au niveau national, mais les Outre-mer sont aussi fortement impactés par des aléas encore différents de ceux qui vont impacter la France. Et à droite, on voit que non seulement les risques, le niveau de risque global est différent, mais alors les types d'aléas qui vont impacter les différents territoires français sont eux aussi très différents. Et être impacté ou avoir des risques d'inondation, ça ne demande pas la même capacité d'adaptation, les mêmes technologies, la même organisation que être impacté par exemple par des feux de forêt ou d'autres phénomènes atmosphériques. Et enfin, il y a aussi, et là c'est encore une fois que des exemples, des différences dans les moyens d'action. Donc quand on pense à l'adaptation, on peut voir que par exemple l'expérience où la connaissance du risque climatique est très différente selon les territoires, notamment les territoires qui ont été impactés par le passé par des risques climatiques ont une certaine expérience que n'ont pas d'autres territoires, mais ce n'est pas pour ça qu'ils seront moins impactés dans le futur. Et c'est aussi vrai pour les alternatives ou les capacités d'atténuation. On voit par exemple, alors c'est un seul exemple parmi les nombreuses différences, ici ces cartes elles représentent donc à gauche la part des ménages, des salariés par département qui utilisent majoritairement les transports en commun. Donc on voit que l'Île-de-France utilise beaucoup les transports en commun, beaucoup moins que le sud-ouest de la France, par exemple le Pays Basque. Et à l'inverse, la carte de droite montre une certaine dépendance à la voiture des salariés. Et on voit, alors il y a une forte différenciation rurale versus urbain, mais pas seulement. Il y a encore une fois des territoires ruraux qui sont encore plus dépendants de la voiture que d'autres. Et donc ça montre que les alternatives dont disposent les territoires pour atténuer les émissions sont très différentes, et donc il y a une inégalité territoriale sur cette question. Et donc pour finir sur ce panorama que j'espère bref et quand même instructif, je voulais revenir sur ce que ça m'évoquait en termes de politiques économiques et quels sont les objectifs finalement des politiques économiques au sens large. Donc je vois deux objectifs à ces politiques économiques en général. La première, c'est de compenser les inégalités existantes. Donc il y a des inégalités en termes, comme j'ai dit, de connaissances, d'impact, et donc elles doivent prendre en compte ces inégalités dans la manière dont elles sont designées. Et c'est aussi éviter l'impact régressif de certaines politiques climatiques, comme par exemple, on peut imaginer une taxe sur les carburants unifiés à l'échelle des territoires, ou même à l'échelle mondiale, qui a, vous l'avez compris, des impacts très différents sur les différents territoires. Donc là, j'ai listé pour chacun des trois piliers très brièvement des exemples de politiques qui pourraient théoriquement répondre en partie au problème de la justice. Donc ça pourrait être un prix du carbone différencié, que ce soit par secteur économique, que ce soit par territoire ou autre. Et aussi des subventions à innovation qui pourraient être fléchées et aux investissements verts pour les industries, par exemple, dans les industries ArcelorMittal, qui faisaient partie des gros ronds verts qu'on voyait tout à l'heure, qui vont avoir beaucoup plus de mal et pour qui les efforts vont être énormes pour décarboner leurs activités. C'est aussi vrai pour l'exposition inégale aux aléas climatiques. On peut penser à des régulations qui restreindraient les nouvelles constructions dans des zones d'exposition aux aléas, comme les zones inondables ou les zones côtières, et le système assurantiel national dans un objectif de solidarité nationale, comme le système CatNat, même s'il est en train d'être un petit peu mis à mal par un changement climatique un peu plus important que prévu. Et ensuite, donc, les disparités de moyens ou d'alternatives, alors évidemment, je les ai un petit peu cloisonnées, mais elles communiquent fortement, ces différents piliers, ces différentes politiques. Mais on peut penser à une allocation du budget national aux différents territoires qui intègrent ces disparités de moyens et d'impact, au partage d'informations sur les solutions et risques via des plateformes, mais aussi par exemple via la formation au sein des administrations territoriales aux problématiques climatiques, aux différents risques que chaque territoire pourrait subir, etc. etc. Et je voulais juste terminer sur quelques challenges, alors qui ne sont pas exhaustifs non plus, ça c'est sûr, auxquels font face ces politiques économiques pour dealer avec la justice climatique. La première, c'est la communication et la transparence. Donc d'essayer d'améliorer, et c'est un sujet qui a été beaucoup évoqué ce matin dans les autres conférences, sur
informer à la fois les citoyens, mais aussi les territoires sur les impacts des différentes politiques et comment l'État ou les traités internationaux peuvent amener à compenser les impacts négatifs, soit de la politique, soit du changement climatique. C'est aussi un dilemme que je trouve très intéressant entre la spécificité, la granularité des politiques climatiques et leur faisabilité. Il y a une question aussi du coût-bénéfice et de la prise en compte des coûts-bénéfices qui peuvent parfois compenser les injustices. On peut penser en termes notamment des coûts-bénéfices en termes de santé, mais aussi de biodiversité, par exemple. Un dilemme assez classique d'efficacité versus effet rebond. Et enfin, la question qui n'est pas forcément propre à ces politiques économiques et la justice climatique, mais du dimensionnement et de la calibration, et comment calibrer ou dimensionner. Je pense qu'on en reparlera aussi tout à l'heure avec, par exemple, l'effet d'escompte sur ces politiques climatiques et quels doivent être les seuils ou les prix justes, les plus justes pour tout le monde. Merci beaucoup, et merci à Fabrice encore une fois pour l'organisation de cette conférence. Merci Simon pour cette très belle introduction. Après chaque présentation, nous allons essayer de prendre quelques questions pour prendre le pouls de la salle. Oui, madame. Merci. Alors, je crois que ça va être le sujet de la dernière présentation. Donc, et je ne suis pas spécialiste moi-même du sujet pour une raison très simple, qui est que la question de l'adaptation, pour l'instant, elle n'intègre pas du tout, malheureusement, cette question de la justice intergénérationnelle. Mais il y a différents... Enfin, la question de la justice intergénérationnelle, elle se pose déjà dans le fait de mettre en place aujourd'hui des politiques climatiques. Parce qu'en fait, je pense que ce qui fait que aujourd'hui, on n'a pas de politique climatique qui soit forte ou peut-être assez forte. C'est qu'on sait que les impacts vont être majoritairement dans le futur. Et donc, aujourd'hui, si on était impacté aussi fortement que les émissions qu'on est en train de générer le laissent suggérer dans le futur, je pense qu'on a géré beaucoup plus vite. Et ensuite, donc on le reverra tout à l'heure, mais il y a des moyens un petit peu techniques et encore une fois qui ne sont pas ma spécialité, mais de prendre en compte les impacts dans le futur. Et c'est la question notamment du taux d'escompte et quel est le taux juste à appliquer aux différents prix du carbone, etc., qui font que l'équilibre de payer aujourd'hui versus payer demain ou faire payer demain sera le plus juste. Mais encore une fois, c'est une question un petit peu piège pour moi, je ne suis pas spécialiste et peut-être que tu voudras rajouter des éléments tout de suite ou après ta présentation. Ok, tout à l'heure. Bon, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Du coup, c'est moi qui réponds, après décision unanime. C'est effectivement des enjeux que, vous avez raison de le dire, qui sont extrêmement compliqués à mettre en œuvre. On peut le faire, de toute façon, si on veut faire ce type d'analyse de justice intergénérationnelle, on a à avoir en tête une projection de ce que sont ces générations futures. Et donc, ce qu'on peut faire, ce qu'on fait parfois, c'est vrai que ce n'est pas la méthodologie standard en économie, mais ce n'est pas impossible pour la méthodologie standard en économie, c'est de faire de l'analyse un peu de risque sur ce que pourrait être ce futur. Donc, on fait assez facilement de l'analyse de sensibilité de tous nos raisonnements à la taille de population, par exemple, qui est effectivement, comme vous le dites, un enjeu sur lequel il y a beaucoup d'incertitudes. Donc ça, on peut le faire. Sur les goûts et choix des générations futures, effectivement, c'est
assez compliqué. La méthodologie standard est effectivement une méthodologie d'invariance, qu'on appelle d'invariance intergénérationnelle, où on suppose que les générations futures auront un peu les mêmes besoins que nous, ils seront un peu assez proches des nôtres. C'est effectivement une hypothèse sur laquelle on peut jouer un peu, encore une fois, avec de l'analyse de risque, mais qui est très difficile parce qu'il faut faire des scénarios sur ce que pourraient être ces générations futures. Et là, on parle du changement climatique, c'est encore plus compliqué si vous faites d'autres questions, comme par exemple l'enfouissement des déchets radioactifs, où là, on parle de milliers, voire de dizaines de milliers d'années. L'hypothèse d'invariante est encore plus difficile à tenir, mais on est bien obligé de faire une hypothèse. S'il n'y a plus de questions, nous allons pouvoir passer au second exposé de Fanny, qui va se concentrer sur le problème épineux de la taxe carbone. Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, j'ai un diaporama normalement qui va peut-être arriver. Donc, la question à laquelle je vous propose de regarder, donc c'est celle de la taxe carbone. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les émissions? D'abord, si on veut répondre à la question de est-ce que la taxe carbone est injuste ou pas, la première étape, c'est de regarder qui est-ce qui émet des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qu'on sait, ce qu'on observe dans les données, c'est que plus le revenu augmente, plus plus le revenu augmente, plus les émissions augmentent. Donc notamment les émissions qui sont liées à l'empreinte carbone. Donc plus on consomme, plus on a un revenu élevé, plus on consomme et plus notre consommation engendre de rejets de gaz à effet de serre. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que ces écarts d'émissions entre déciles, donc entre les moins riches et les plus riches, est inférieur aux écarts de revenus. C'est-à-dire que si vous multipliez le revenu par 2, vous allez augmenter l'empreinte carbone, mais pas la multiplier par 2. Vous allez l'augmenter moins que ça. Ce qui fait qu'en proportion du revenu, la taxe carbone est ce qu'on appelle régressive, c'est-à-dire que la part dans le revenu des dépenses qui sont liées à des biens qui émettent du carbone est croissante et décroissante avec le revenu. Donc là, c'est ce que vous voyez ici sur ce graphique, c'est l'impact de ce qui aurait été la taxe carbone de la contribution climat-énergie qui était prévue en 2019 au niveau prévu en 2022. Donc les dépenses supplémentaires en proportion du revenu que cette taxe carbone aurait impliqué en fonction du revenu. Donc ce que vous voyez, c'est que pour le premier décile, donc tout à fait à gauche, c'est les 10% des individus les plus pauvres, la part de dépenses qui serait liée à la mise en place de cette taxe carbone serait plus importante que pour le 10e décile. Et donc, plus vous augmentez dans les déciles, c'est-à-dire que plus vous prenez des individus qui sont riches, plus la part des dépenses en taxe carbone diminue en proportion de leurs revenus. Donc, ils dépensent une moins grande proportion de leurs revenus en taxe carbone. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est régressive, donc elle pèse plus lourd dans le budget des ménages les plus pauvres. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'épuise pas la question des impacts de la taxe carbone, parce qu'en fait, si on regarde un peu plus finement, on voit que l'impact de la taxe carbone sur le budget des individus, des ménages, ne dépend pas uniquement de leurs revenus, bien sûr, mais aussi d'autres paramètres, et en particulier de l'endroit où ils vivent, de leur mode de vie, etc. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que même à l'intérieur de chaque décile, on a des grandes variations dans l'impact qu'aurait une taxe carbone sur le revenu des individus. Donc, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est encore une fois en abscisse, vous avez les déciles de revenus. Et en ordonnée, vous avez l'impact en euros de ce qui aurait été la taxe carbone. Et donc, pour le premier décile, donc qui correspond au 1 en abscisse, vous voyez que en fait, vous avez des impacts très différents entre personnes qui sont dans le premier décile.
Donc chaque ligne correspond à donc la ligne noire, c'est les 10% les plus mal lotis en gros dans le premier décile, puis dans le deuxième décile. Donc vous voyez qu'à l'intérieur d'un niveau de revenu donné, vous avez une hétérogénéité très importante sur l'impact de la taxe carbone sur les individus. Et notamment ce qu'on observe, c'est qu'en fait l'hétérogénéité qu'on appelle intradécile, c'est-à-dire à l'intérieur d'un niveau de revenu, entre ceux qui perdent le plus si on met en place une taxe carbone et ceux qui perdent le moins. Cette différence-là, elle est beaucoup plus importante en fait qu'entre les individus du premier décile et les individus du dernier décile. Donc il y a plus de différence à l'intérieur du premier décile. Si vous mettez en place une taxe carbone, il y a plus de différence à l'intérieur de chaque décile, donc à l'intérieur par exemple des 10% des individus les plus pauvres. Les impacts peuvent être plus différents à l'intérieur de ce décile qu'entre les plus riches et les plus pauvres. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité horizontale, parce que c'est à revenu donné. Donc, à revenu donné, vous avez des impacts très différents. Et évidemment, on a envie de se poser la question de quoi dépend cette hétérogénéité. Et Simon en a déjà un peu parlé. Elle s'explique notamment par les différences de localisation et surtout par les différences d'équipement. Donc, par exemple, pour la taxe carbone telle qu'elle était envisagée, qui avait en moyenne un impact environ de 250 €, qui revenait en fait finalement à une augmentation de 150 € en taxes payées par an des ménages. Et ben on voit qu'à revenu donné, entre un ménage rural et un ménage parisien, l'impact est très différencié et qu'un ménage rural aurait perdu 130 € de plus qu'un ménage parisien. Et donc c'est lié au fait que le ménage rural et le ménage parisien ne consomment pas les mêmes biens. Et en particulier, le ménage parisien consomme moins d'essence que le ménage rural parce qu'il prend davantage les transports en commun. Et donc ça vient de la localisation, elle provient aussi, cette hétérogénéité, cette différence, elle vient des différences d'équipement. Donc, dans la réforme qui était envisagée, un ménage qui roulait au diesel allait perdre beaucoup plus par unité de consommation qu'un ménage sans voiture. Et un ménage qui se chauffe au fioul domestique, évidemment, perd beaucoup plus qu'un ménage qui se chauffe à l'électricité. Alors, le problème qu'on a, c'est que donc, on voit bien qu'il y a des impacts très différenciés d'une taxe carbone sur les différents types de ménages, mais on voit difficilement comment on peut se passer complètement de la mise en place d'une taxe carbone pour réaliser l'objectif de réduction d'émissions, et notamment l'objectif de net zéro, donc zéro émission nette en 2050, sans prix du carbone. Donc la question qu'on s'était posée est comment on peut compenser les effets qu'on appelle régressifs, donc c'est des effets distributifs, en préservant l'incitation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, on aimerait bien que le prix des biens polluants soit plus important que le prix des biens peu polluants pour préserver l'incitation. Si vous avez le choix, si le prix des biens polluants est plus important que celui des biens peu polluants, vous allez plutôt consommer les biens peu polluants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe dans les données. De fait, c'est comme ça que les gens réagissent. Donc c'est quelque chose qui marche. Donc on aimerait préserver l'incitation sans pour autant appauvrir les ménages les plus pauvres notamment, qui n'est pas l'objectif en soi de la taxe carbone. L'objectif était vraiment de changer les prix relatifs. Et donc ce qu'on avait regardé, c'est est-ce que en redistribuant les recettes qu'on obtient grâce à la taxe carbone, est-ce qu'on peut gommer l'aspect régressif? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous mettez en place une taxe carbone, vous récupérez l'intégralité des recettes, et ensuite vous redistribuez ces recettes, mais vous les redistribuez de manière forfaitaire, c'est-à-dire que vous donnez un chèque à chacun, et chacun est libre de l'utiliser comme il veut. Donc vous avez toujours ce prix relatif des biens polluants qui est plus important, mais vous n'avez pas l'effet que la réforme vous appauvrit. Et donc on a regardé ce genre de réforme, et ce qu'on voit, c'est que, donc là, c'est simplement, ça vous montre, ces graphiques vous montrent l'impact net d'une réforme qui serait constituée à la fois d'une augmentation de la taxe carbone et en même temps d'une redistribution, surtout vers les vers les plus pauvres. Et ce que vous remarquez, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir des effets positifs d'une telle réforme pour les ménages les plus pauvres. Parce qu'en fait, ce qu'ils reçoivent en redistribution est plus important que ce qu'ils payent en taxe carbone. Donc ils ont toujours quand même cet effet de prix relatif qui fait que lorsqu'ils ont le choix, ils vont quand même préférer consommer des biens qui sont... ça va leur coûter moins cher de consommer des biens peu polluants.
Mais en même temps, grâce à leur redistribution, il n'y a pas d'appauvrissement, en tout cas en bas de l'échelle des revenus. Donc on voit qu'avec une réforme de ce type-là, évidemment, on ne peut pas faire en sorte que tout le monde soit gagnant avec une réforme comme ça, mais on peut faire en sorte qu'on ait 50 ou 60% des ménages qui soient gagnants, c'est-à-dire, et notamment parmi les bas revenus, ce qui fait qu'on aurait finalement, on s'attend à ce que les gens approuvent ce genre de réforme, puisqu'elle fait beaucoup de gagnants. Et en fait, quand on demande aux individus et aux ménages, est-ce que vous seriez d'accord pour une réforme de taxe carbone qui serait couplée avec de la redistribution et dans lequel de nombreuses personnes seraient finalement des gagnants de la réforme, on voit qu'elle est largement considérée comme injuste. Notamment, il y a un article important de Thomas Douane et Adrien Fabre, qui était doctorant à l'École d'économie de Paris à l'époque, qui montre qu'une politique comme ça, donc de taxes et de redistribution, qui bénéficierait en fait à 70% des gens, sera approuvée par seulement 10%. Et donc une des raisons pour ce rejet, et notamment dans le fait qu'elle est quand même considérée comme injuste, parce que à l'intérieur d'un décile de revenus, on a quand même toujours des gens qui gagnent plus que d'autres, et donc ça induit une différence là où il y avait moins de différence avant. Et notamment, on sait que pour un bénéfice et un coût privé donné de la réforme, donc si vous prenez des individus qui consomment la même quantité d'énergie et donc qui vont payer le même niveau de taxe carbone et qui ont les mêmes revenus, eh bien, il y a deux variables qui se démarquent comme prédicteurs de soutien à une réforme, qui sont la disponibilité de transports en commun et l'usage de la voiture dans la vie quotidienne. Donc, il y a quelque chose dans le mode de vie qui fait qu'on est contre la réforme, même si on pourrait y gagner financièrement. Voilà. Non, je voulais mettre... Voilà. Donc on en vient à se demander qu'est-ce qui donc, comment on pourrait rendre acceptable une réforme de taxe carbone? Comment on pourrait faire en sorte que les gens trouvent qu'une telle réforme est utile et pas injuste? Une idée, c'est donc de redistribuer via des investissements locaux, puisque apparemment, par exemple, la disponibilité des transports en commun apparaît comme un prédicteur de soutien à une telle réforme. Et donc là, il y a un article intéressant qui se pose la question justement de ce qui, dans les émissions des ménages, provient de leurs préférences propres ou provient de l'endroit où ils habitent, du lieu de leur localisation, et puis des aménités qui vont avec cette localisation, des infrastructures de transport en commun, etc. Et donc pour cela, ils regardent des données de déménagement, donc ils suivent des individus qui gardent leurs préférences, et ils regardent comment, en déménageant, ils changent leur consommation de biens polluants. Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'en fait, il y a à peu près la moitié des différences de consommation entre les lieux, qui viennent vraiment des infrastructures qui sont présentes sur le lieu. Et le reste vient du fait qu'on a des différences de préférence et différents types d'individus dans les différents lieux. Donc on voit qu'il y a de la place pour, grâce aux investissements locaux, notamment en infrastructure, en organisation de la ville, etc., pour essayer de rendre plus acceptable une taxe carbone en donnant plus d'alternatives. Enfin, je voudrais terminer sur le fait qu'on parle beaucoup du fait que la taxe carbone est injuste parce qu'elle serait régressive et donc effectivement elle pèse plus lourdement s'il n'y a pas de redistribution sur le budget des ménages les plus modestes. Mais c'est pas l'apanage de la taxe carbone, et en fait il y a de nombreux instruments qui ont les mêmes propriétés et qui malheureusement, si on n'y fait pas attention, vont toucher plus durement les individus les moins aisés. Et donc là, les cartes que je vous montre ici, c'est en haut, c'est pour Paris, et en bas, c'est pour Lyon. Et ça vous montre sur la carte de gauche les véhicules, la proportion de véhicules critères 3, 4 et 5. Donc à gauche, et à droite le revenu médian. Donc quand vous avez quand c'est rouge, vous avez plus de véhicules critères 3, 4 et 5, et quand c'est rouge à gauche, quand c'est vert, vous en avez moins. Et à droite, quand c'est rouge, vous avez un revenu médian plus élevé, et à droite, un revenu médian plus bas. Et donc vous voyez une corrélation
assez impressionnante entre la proportion de véhicules critères, 3, 4, 5, c'est-à-dire ceux qui sont amenés à être interdits dans les zones à faible émission, et le revenu médian. Donc une telle politique, elle a aussi des impacts régressifs. Il n'y a pas que la taxe carbone qui a des impacts régressifs. On peut aussi parler des normes sur les voitures aux États-Unis pour lesquelles on observe le même type d'impact régressif. Voilà. Donc il ne faut pas oublier de toujours, quand on regarde un instrument de politique climatique, en général, s'il n'est pas accompagné de manière de redistribution, il est souvent régressif. Et il ne faut pas se contenter uniquement de regarder l'impact des instruments sur le revenu et comment cet impact varie avec le revenu, mais il faut aussi regarder à l'intérieur de chaque décile de revenu l'hétérogénéité horizontale pour trouver des politiques publiques complémentaires, parce qu'on voit qu'on a des différences très importantes d'impact des instruments en fonction notamment de la localisation, mais aussi de la structure de la famille, etc. Voilà, je m'arrête là. Des questions? Donc la question est de savoir d'où vient le fait que, bien qu'on observe des impacts positifs pour 60 ou 70% des gens, des impacts financiers positifs, on voit quand même que seulement 10% des gens approuvent une telle mesure. Et est-ce que ça vient d'un problème de pédagogie ou est-ce que ça vient d'un problème de solidarité? Alors, c'est une très bonne question. Ça semble venir ça semble multifactoriel. Il y a une chose qui ressort, c'est que, en fonction de la confiance qu'ont les gens dans le gouvernement, la proportion de gens qui sont prêts à accepter une telle réforme est beaucoup plus importante. Donc, peut-être qu'un des mécanismes, c'est simplement qu'on n'est pas bien sûr que la redistribution, effectivement, aura lieu, même si on pense qu'elle va avoir lieu. Même si on nous dit qu'elle va avoir lieu. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Il y a certainement un peu de pédagogie, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre de peut-être justement de la solidarité, non pas forcément à l'intérieur d'un décile de revenus, justement, pas seulement des gens les moins aisés avec les moins aisés ou des plus aisés, mais aussi une solidarité qui est liée à un mode de vie ou un mode de consommation. Et en fait, c'est un mode de vie qui est menacé d'une certaine manière. Donc, pour l'instant, la recherche n'a pas tout à fait tranché sur la cause vraiment de ce rejet. Il y a plusieurs explications alternatives qui sont non mutuellement exclusives. Alors, la bonne réponse, c'est toujours c'est compliqué. Donc, la question est de savoir si donc, il y a des effets régressifs sur les ménages d'une taxe carbone, mais également à l'intérieur des entreprises, donc, enfin, entre les entreprises, pardon. Donc, il y a évidemment des entreprises et des secteurs qui vont être plus touchés que d'autres, mais même à l'intérieur des secteurs, il y a une grande hétérogénéité, donc il y a des entreprises qui sont plus touchées que d'autres. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'optimum d'utilisation des recettes de la taxe carbone? Est-ce qu'effectivement, il faut tout redistribuer aux ménages, ou est-ce qu'on peut penser à des manières plus efficaces de redistribuer ces recettes? Alors, la question de l'optimum, elle est liée à la question de l'objectif que l'on se donne. Donc évidemment, si dans l'objectif que l'on se donne, on pense notamment qu'il est important de ne pas augmenter les inégalités entre ménages ou de les diminuer, alors nécessairement, il y a une partie au moins une partie qui doit servir à redistribuer à être redistribuée vers les ménages. De la même manière pour les entreprises. Ensuite, est-ce qu'il y a des manières plus efficaces d'utiliser des recettes budgétaires? Il y a toute une littérature sur est-ce que finalement il ne faudrait pas plutôt baisser d'autres taxes grâce aux recettes de la taxe carbone pour avoir ce qu'on appelle un double dividende. Donc par exemple, en baissant les taxes sur le travail, on permettrait d'augmenter l'emploi et donc ça aurait des effets positifs qui compenseraient les effets négatifs de la taxe carbone. C'est un débat qui n'est pas tranché.
sur l'utilisation optimale des recettes et qui dépend encore une fois beaucoup de l'objectif qu'on se donne et qui n'est pas... C'est pas aux économistes de décider quel est l'objectif, mais c'est plutôt collectivement le choix public et la démocratie et le gouvernement. Alors non, donc en fait il existe une taxe carbone en France qui s'appelle la contribution climat-énergie. Ce qui devait se passer, elle devait augmenter en 2018, fin 2018-2019, et c'est ça qui a été une des causes, entre autres, un des points de départ en tout cas des manifestations des Gilets jaunes. Et donc finalement l'augmentation de cette taxe carbone a été retirée. Et donc elle existe, mais elle est à un niveau qui est relativement bas, notamment en regard du niveau du prix auquel sont confrontées les entreprises du marché EU-ETS. Donc toutes les grandes installations, les installations qui polluent beaucoup en Europe, doivent acheter sur un marché des permis d'émission, et le prix de ces permis d'émission est beaucoup plus élevé que le niveau de la contribution climat-énergie en France. Donc la question que vous posez, c'est est-ce qu'il ne serait pas finalement, plutôt que de taxer les ménages, de taxer finalement en amont les entreprises polluantes. Alors, voilà. En fait, si vous taxez une entreprise comme Total, par exemple, en fait, in fine, vous pouvez le faire, c'est équivalent. In fine, le fait que le prix augmente, enfin, que leur coût augmente, puisque l'entreprise est taxée, va se retrouver dans le prix auquel est vendu le bien pour les ménages. Donc l'effet distributif sur les ménages, il va quand même exister. C'est-à-dire que les gens qui consomment plus d'essence, ils vont quand même devoir payer plus. Donc en fait, on est tout à fait d'accord sur le fait que le plus en amont on taxe, le mieux c'est, parce que c'est plus facile en fait d'identifier les émissions le plus en amont. On les produit directement, les ressources fossiles finalement. Mais en fait, on peut faire ça, ça ne va pas changer l'impact distributif. Il y aura toujours le même problème de distribution, le fait que ça va avoir des impacts très différents sur les différents ménages en fonction de leurs revenus et en fonction notamment de leur localisation. On peut donc passer à la troisième présentation. Là aussi, il y a des transparents. Je laisse la parole à Stéphane. Merci beaucoup. Bonjour à tous à nouveau, puisque j'ai déjà parlé tout à l'heure. Je suis très content d'être là. Donc moi, j'ai pour tâche de présenter des perspectives d'un peu plus long terme. Donc on va parler un peu de transition à l'horizon de 100 ans ou quelque chose comme ça. Et ce que je vais vous présenter, ça va être des choses qui sont aussi un peu plus macro, comme on a dit avant, c'est-à-dire plus agrégées, qui sont des perspectives au niveau mondial. Je vais présenter un peu quelques résultats sur la France, mais ça va rester des perspectives beaucoup plus agrégées que celles que mes collègues ont pu vous présenter pour le moment. L'idée étant de faire ressortir un peu l'impact de toutes ces questions de justice sur la transition de très long terme et sur ces perspectives de très long terme, si jamais mes slides arrivent un jour. Et les voici. Donc là, j'ai la chance d'arriver en dernier, donc on a déjà beaucoup discuté de tout ça, donc je vais juste reprendre ce qu'on a déjà dit. Ces questions de justice, d'équité sont en fait très nombreuses, très diverses, et il y a tout un tas de considérations. Je vais en fait essayer de distinguer un certain nombre de choses. La question de l'équité entre les générations, dont on a déjà discuté. Donc globalement, la question, c'est quel effort on fait pour éviter des coûts pour les générations futures ou des impacts négatifs sur les générations futures. Il y a tout un tas de questions d'équité qu'on appelle intragénérationnelles, de tout un tas de façons. Donc il y a celles qui existent entre les pays, dont on n'a pas trop parlé pour l'instant. Je vais parler un tout petit peu. Cette question de savoir quel est l'effort que vont faire les différents pays dans cette transition de long terme, savoir si tous les pays doivent avancer au même rythme ou pas. Et aussi sur les questions toujours d'équité intragénérationnelle, la question au sein des pays qu'on a déjà mentionné, que Fanny vient de mentionner, et sur laquelle je vais un peu revenir pour vous dire un peu quel est l'impact de prendre en compte ces questions-là sur des transitions de très long terme. Donc ça, c'est tout l'aspect équité de cette politique climatique qui vient un peu en regard avec une dimension efficacité
qui est comment essayer de faire ça à moindre coût, ce qui est souvent ce qui intéresse les économistes, mais en fait, il n'y a pas que ça qui intéresse les économistes. Hein. Les économistes sont aussi beaucoup intéressés aux questions de distribution liées à ces politiques, comme on l'a déjà dit. Mais en fait, il y a un petit peu un arbitrage entre les deux, et donc des choix à faire entre cette dimension plus équité et la dimension plus efficacité des politiques climatiques. Je vais commencer par la question de l'équité entre les générations, qu'on a déjà discuté un petit peu. Une des façons dont on capte ou on essaie d'approcher cette question-là dans la méthodologie économique, c'est à travers une question un peu technique qu'on appelle la question de l'escompte social, qui nous dit en gros quel est le rapport entre un coût aujourd'hui et un coût demain. Donc comment varie le prix, quel est le prix, la valorisation des coûts de demain par rapport aux coûts d'aujourd'hui. Et donc cette valorisation dépend de tout un tas de facteurs. Et un des facteurs principaux qui a été beaucoup discuté par les économistes, c'est celle de l'escompte pur entre générations, vraiment du poids qu'on met sur les générations futures par rapport aux générations actuelles. Donc vraiment cette question de l'équité entre les générations. Donc ce qu'il y a dans le graphique là, que vous voyez à l'écran, c'est sur tout un tas de modèles donc, qui ont été utilisés par des économistes, quelles sont les recommandations en termes de taxe carbone, dont on a déjà parlé, selon ce que vous pensez en termes de cette équité entre les générations, de cet escompte entre les générations. Donc quand vous avez un taux d'escompte qui est plus important, le 3%, c'est la courbe bleue, ça veut dire que vous mettez moins de poids sur les générations futures et vous voyez que vous arrivez à un prix autour de $80 dans leur simulation, qui sont des choses assez agrégées. Si vous allez vers un poids beaucoup plus fort sur les générations futures, ce qui veut dire aussi un escompte qui est plus petit, vous arrivez à des niveaux de taxe carbone qui sont bien supérieurs à tout ce qu'on observe à l'heure actuelle. Là, vous voyez, sur le 1,5%, par exemple, vous avez une taxe carbone de $308, ce qui est en fait assez considérable. Donc, cette question de combien vous mettez de poids sur les générations futures par rapport aux générations actuelles a effectivement un impact très fort sur le niveau de politique. Donc, vraiment, quand on va choisir à quelle vitesse on veut faire la transition, cette question est très importante. Et comme l'a déjà mentionné Fanny auparavant, ce n'est pas vraiment une question pour les économistes, c'est vraiment une question plus de société ou philosophique pour chacun d'entre nous de décider quel est le poids qu'on veut mettre sur ces générations futures. Donc il y avait une autre problématique que j'ai déjà mentionnée, c'est cet arbitrage qu'on a entre équité et efficacité, assez classique en économie à vrai dire, mais qui est assez bien connu aussi dans cette question climatique. Ici, ce que je veux indiquer, c'est cette question équité contre efficacité au niveau global. Et la façon dont elle se pose, c'est faut-il un prix du carbone mondial qui soit uniforme pour tout le monde, ou est-ce qu'il faut un prix dans chaque pays? Donc globalement, si vous mettez un prix dans chaque pays qui est différent, donc vous aurez un prix plus faible dans les pays les plus pauvres pour qu'ils fassent de la transition, mais moins vite en fait que les pays les plus riches. Et donc en gros, ça c'est une façon d'avoir une forme d'équité. Mais si vous faites ça, ça a aussi des coûts. Donc ça, la question coût, vous la voyez sur la courbe de gauche. Donc vous avez deux courbes. La courbe rouge, c'est qu'est-ce qui se passe avec un prix global du carbone qui est uniforme pour tout le monde. Et vous voyez qu'il y a quand même des coûts de la transition à court terme, de l'ordre de 1% du PIB par tête mondial à l'horizon 2050, par exemple. Mais si vous faites un prix différencié, c'est la courbe bleue, vous avez encore plus de coûts. Parce que vous allez effectivement pas aller à la même vitesse, ce qui veut dire que vous n'allez pas être très, très efficace dans la façon, parce qu'il pourrait être en fait efficace de réduire plus rapidement dans des pays du Sud, mais effectivement, si vous faites ça, il y a des inégalités. Et la question inégalité est sur l'autre côté, sur la courbe de droite. Ce que vous avez sur la courbe de droite, c'est quelle est l'augmentation ou la baisse d'inégalité liée à la politique climatique selon ce que vous faites. Donc là, vous retrouvez d'autres courbes parce qu'on teste d'autres politiques où vous avez de la redistribution, comme a mentionné en fait Fanny auparavant. Mais on peut se refocaliser sur la courbe bleue ou la courbe rouge. Et en gros, ce qui arrive, c'est qu'avec votre courbe bleue, vous avez vous avez moins d'inégalités qui vont être créées parce que vous taxez moins les pays pauvres par rapport aux pays riches. Donc on a cet arbitrage-là. Et ce n'est pas évident de décider quel poids on met sur équité contre efficacité. Comme on l'a dit aussi, la question de la distribution, elle est assez compliquée dans la question de la politique climatique parce qu'en fait, il y a deux types d'inégalités. Il y a les inégalités liées à la politique climatique, qui est régressive, on l'a dit souvent. En fait, pas dans tous les pays. Dans certains pays pauvres, elle n'est pas nécessairement régressive. Mais elle est
en fait globalement régressive. Et d'un autre côté, vous avez aussi les impacts qui sont aussi régressifs. Et en fait, vous avez à choisir entre deux inégalités. Si vous faites beaucoup de politique climatique, vous allez avoir cette régressivité aujourd'hui, mais pour permettre moins de régressivité demain, d'une certaine façon, moins d'inégalité demain. Si vous faites moins de politique climatique, vous avez moins d'inégalité aujourd'hui, puisqu'il n'y avait plus cette régressivité, mais ça veut dire des dommages très, très inégaux demain. Donc, ce qui illustre ces différents graphes qui sont peut-être un peu compliqués, c'est qu'effectivement, selon la régressivité, donc là, dans les politiques qui ont été testées, il y a une régressivité sur la politique elle-même, la politique d'atténuation, de réduction des émissions et l'inégalité sur les dommages. Selon le type d'inégalité que vous allez avoir aussi des transitions très différentes avec, par exemple, si vous allez là tout à droite, des niveaux de taxe carbone qui vont être beaucoup plus importants si vous avez une très très forte régressivité sur les dommages, par exemple. Mais au contraire, à gauche, vous allez avoir beaucoup moins de politique s'il y a de la régressivité sur la politique climatique elle-même. Donc là encore, le rythme auquel on veut faire la transition dépend un petit peu de tous ces paramètres-là. Elle dépend aussi des politiques que j'appelle politiques d'accompagnement. C'est un peu un mot un peu générique, mais qui reprend un peu les idées qu'a aussi mentionné Fanny auparavant, qui est savoir qu'est-ce qu'on fait d'une taxe carbone si on fait une taxe carbone. Donc si on fait une taxe carbone, on peut ne pas la redistribuer, ou on peut éventuellement penser qu'on va arriver à la redistribuer. La façon la plus simple de faire, c'est celle qu'on a mentionnée auparavant, c'est on fait un chèque vert à tout le monde a la même chose. Et dans ce cas-là, on arrive en fait à réduire l'aspect régressif globalement, pas partout, mais globalement, on a en fait un effet qui peut redevenir progressif de la politique climatique. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir un peu le double gain, c'est-à-dire que quand on fait de la politique climatique, on réduit les inégalités aujourd'hui et on réduit les inégalités demain. On a l'impression qu'il y a un peu une façon de gagner sur les deux tableaux. C'est plus compliqué que ça, mais c'est un peu dans cette direction qu'on essaie d'aller. Ce que montrent ces graphes, c'est que selon que vous êtes capable ou pas de mettre en œuvre ces politiques, ça aura aussi des implications sur le rythme de la politique, le rythme auquel vous allez faire la transition sur le long terme. Donc là, on peut se focaliser sur les courbes bleues et rouges. La courbe bleue, c'est celle qui se passe quand vous n'avez pas cette redistribution. La courbe rouge, c'est ce qui se passe quand vous avez... non, je l'ai dit dans le mauvais sens, pardon. La bleue, c'est quand il y a la redistribution. La rouge, c'est quand il n'y a pas la redistribution, excusez-moi. Donc quand vous n'avez pas la redistribution, courbe rouge, ça veut dire que vous commencez avec un niveau de décarbonation très faible, avec aussi une taxe carbone qui est plus faible, mais qui va aller en augmentant au cours du temps. Si vous êtes capable de redistribuer, au contraire, vous allez faire beaucoup de politique climatique tout de suite, parce que ça va y avoir le double gain qui va arriver tout de suite, et vous allez avoir intérêt à faire ce genre de choses. Donc tout l'écosystème de la politique globale qu'on met en œuvre est très important pour déterminer aussi ce rythme de la transition et le type de transition climatique auquel on veut arriver. Je vais finir avec deux considérations un peu différentes de ces considérations d'inégalité, mais je vais essayer de les y relier, j'espère que je vais y arriver, pour prendre en compte d'autres phénomènes dont on n'a pas trop discuté pour l'instant, qui sont les aspects de risque et qui sont les aspects non directement économiques du climat, comme les questions migratoires. Sur la question risque, il y a aussi une forme d'injustice ou de justice intertemporelle qui existe dans le fait de faire porter des risques très importants ou pas aux générations futures. Et ce qui inquiète beaucoup les climatologistes, les gens qui travaillent sur les questions de climat, c'est ce qu'on appelle la question des points de basculement. Les points de basculement, il est possible que si on passe à un niveau disons de réchauffement climatique, pour faire simple, on arrive à des phénomènes physiques irréversibles. Par exemple, l'arrêt de la circulation méridienne nord-atlantique, donc de la circulation des courants dans l'Atlantique Nord, ou bien le dépérissement de l'Amazonie, qui ont des effets très forts, en fait, qui peuvent à leur tour impliquer des catastrophes climatiques ou des phénomènes climatiques très importants qui vont, là, pour le coup, avoir des effets très importants. Donc, on a cette question qui se rajoute, qui est aussi de savoir combien de risques on veut faire porter aux générations futures, et qui vient un peu compliquer notre attitude et qui dépend beaucoup en fait de notre attitude, encore une fois collective. C'est pas vraiment les économistes eux-mêmes qui peuvent décider, mais c'est un peu une question globale. Combien de risques on est prêt à faire porter aux générations futures et quel type de risque, avec des implications encore une fois importantes. Dans ces graphiques, vous avez en fait, selon le degré, le niveau de ces dommages irréversibles, quel est le type de politique climatique. Je vais peut-être me focaliser sur la courbe
sur la courbe de température, si vous voulez, qui est à gauche, vous voyez qu'en bas, quand vous avez des effets très très forts, donc le graphique du bas à gauche, c'est quand vous avez des effets très forts irréversibles, vous ne faites jamais une politique qui va vous mener au-delà des 1,2 degrés de réchauffement climatique, alors que si vous avez des effets moins forts, vous pouvez très facilement accepter des politiques qui sont du 2 degrés. Donc même le niveau de la politique qu'on est prêt à faire va dépendre beaucoup de ce qu'on pense du niveau des risques catastrophiques et aussi de la préférence pour le risque ou des risques qu'on est prêt à faire porter aux générations futures. Et juste pour finir, pour essayer de vous donner un peu un avant-goût de toutes les complexités de ces questions climatiques et de la transition de très long terme, il y a tout un tas d'effets non directement économiques de ces politiques climatiques. Il y a des effets sur la santé que je n'ai pas le temps de mentionner ici, mais qui sont aussi très importants. Et il y a aussi des effets sur les populations. On a un peu mentionné tout à l'heure la question aussi de la taille des populations futures, qui est aussi une question très intéressante, mais que je ne vais pas pouvoir mentionner trop en détail ici. Il y a des effets aussi sur les migrations. Et donc la question qui interroge un peu les gens sur quelles seront les migrations qui peuvent être induites par le changement climatique, avec des effets qui sont là aussi très différenciés. Et ce qui est assez, là dans le graphique que je vous ai mis ici, je voulais aussi signaler qu'il y avait des questions de justice aussi, ou d'inégalité aussi assez prégnantes sur ces questions-là. Ce que vous avez ici, c'est le niveau additionnel ou supplémentaire des migrations en cas de changement climatique pour différents déciles, selon où vous vous situez dans la distribution des revenus. Et en fait, c'est très, très différencié selon les pays. En particulier, on peut se focaliser peut-être sur le graphique de droite ici. Sur les pays d'Afrique subsaharienne, vous voyez qu'il y a un effet en fait très différent sur les quintiles les gens qui ont les revenus les plus faibles, le premier quintile. Donc si les gens sont très pauvres, en fait, le changement climatique va encore plus les empêcher de faire la migration. Donc la migration peut être en fait une façon pour certaines populations de s'adapter d'une certaine façon au changement climatique par la migration. Mais en fait, ça devient complètement impossible si on a trop de changements climatiques pour les populations les plus vulnérables et les plus pauvres, avec au contraire, par contre, pour les populations qui ont des revenus plus intermédiaires, un effet qui peut être plus important du changement climatique sur la migration. Donc l'avenir aussi des migrations et des possibilités de migration ou non des personnes sont très très liées à la transition qu'on peut faire au niveau climatique. Voilà, je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention. On a 10 minutes pour prendre quelques questions de la salle. Oui, merci beaucoup. Donc la question est pour savoir comment on prend en compte la question des ressources épuisables dans ces modèles, notamment sur la transition de très long terme, effectivement, à l'horizon de plus de 100 ans, sur la question des ressources. Donc sur les modèles que j'ai présentés ici, qui sont ces modèles assez agrégés, modèles d'évaluation intégrée, on a en fait souvent des hypothèses sous-jacentes qui sont importantes, qui sont bien connues et étudiées, mais je ne les ai pas étudiées ici, qui sont des hypothèses de progrès technique qui font qu'effectivement on arrive un petit peu à sortir de cette malédiction des ressources. On prend aussi en compte bien sûr le fait que les ressources étant épuisables, à un moment il faut s'en passer, donc ça a un coût de se passer de ces ressources, donc d'utiliser des technologies alternatives. Donc ces modèles modélisent en fait le fait qu'on a déjà des technologies alternatives en partie très coûteuses et dont on prédit dont le prix est projeté de telle sorte qu'il va être réduit dans le futur. Mais c'est vrai qu'il y a une hypothèse importante sur la question des progrès techniques qui permettent à un moment de sortir de cette malédiction des ressources. En pratique, certains de ces modèles, pas ceux que j'ai montrés là, mais certains de modèles similaires, font aussi des choses comme de la capture carbone pour éviter à certains moments, pour permettre à certains moments aussi de réduire les émissions, parce que sans capture carbone, c'est très difficile, par exemple, d'arriver à des trajectoires de 1,5 degrés telles qu'on aimerait les avoir. Donc il y a tout un tas, effectivement, d'hypothèses techniques qui existent dans ces modèles.
Donc effectivement, je répète la question, pardon. Donc j'ai montré des graphiques avec des taxes carbone différenciées. Et donc une des questions, c'est la question des fuites carbone, qui est une question très étudiée en économie. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné ici. Spécifiquement dans les modèles que j'ai montrés ici, on ne le regarde pas directement, mais il y a d'autres modèles qui le font. Et effectivement, ça peut être une question tout à fait importante. Donc, effectivement, si vous ne mettez pas le même prix du carbone en Chine, vous allez juste produire plus en Chine. Donc, ces questions-là sont en partie étudiées sur l'effet en fait de cette taxation différenciée. Donc, c'est une autre raison pour laquelle on a d'une certaine façon cette inefficacité possible de la taxation différenciée, et une des raisons aussi pour laquelle beaucoup d'économistes plaident plutôt pour une taxation unifiée. Sachant que l'argument est qu'on fait une taxation unifiée, mais qu'on trouve des moyens de faire de la redistribution, mais pour l'instant, ces moyens techniquement n'existent pas dans le monde tel que nous le connaissons. Donc, je pense que dans le contexte actuel institutionnel qui est le nôtre, on ne sort pas encore de cet arbitrage efficacité-équité, qui peut être encore plus compliqué que ce que j'ai exposé, effectivement. Donc la question est sur la question des ressources à nouveau et la question de la décroissance. Donc effectivement, si, comme vous le dites, il n'y a pas de consensus complet sur le fait d'avoir des alternatives technologiques et le progrès technologique qui nous permettrait de nous passer des ressources, ce qui impliquerait à un moment peut-être d'imaginer des scénarios de décroissance. Encore une fois, ce n'est pas le cas des modèles que j'ai exposés ici. Il y a des recherches qui existent effectivement, mais c'est en fait quelque chose d'un peu émergent, puisque cette question est effectivement émergente sur la question d'imaginer l'impact de scénarios de décroissance qui ont des effets compliqués, parce que ça a des effets sur tout un tas d'aspects de l'économie, notamment sur l'emploi, repenser l'emploi, repenser peut-être le temps de travail. Donc je ne suis pas particulièrement spécialiste de ces sujets. Il y a un peu de recherche qui existe, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont effectivement pas les travaux les plus développés à l'heure actuelle. Ok, je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre, mais je vais reposer la question. Donc la question est de savoir s'il y a des mécanismes au niveau international pour essayer de prendre en compte les questions d'injustice liées à l'extraction de ressources dans certains pays et la présence de ressources dans des pays ou des autres. À ma connaissance, ça n'existe pas, ces mécanismes n'existent pas. Vous parlez d'externalités, il y a une partie... les économistes ne diraient peut-être pas qu'il y a des externalités puisqu'il y a des marchés sur toutes ces ressources, donc ces effets existent. Par contre, il y a tout un tas d'effets qui sont sans doute pas pris en compte, notamment effectivement les pollutions locales et aussi les effets sur les travailleurs. À ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de mécanismes internationaux qui permettent de prendre en compte ça, ni de mécanismes internationaux qui sécuriseraient d'une façon ou d'une autre les ressources utiles à la transition, par exemple. Il y a au contraire plutôt des tensions sur l'accès aux ressources utiles pour la transition énergétique et écologique. Donc on n'est pas vraiment dans un monde coopératif à l'heure actuelle sur ces questions-là. Mais peut-être que certains de mes collègues ont des compléments là-dessus, parce que moi, je ne suis pas spécialiste de ce sujet en particulier. Non, simplement, comme Stéphane vient de le dire, l'avantage, si on peut dire, des ressources fossiles par rapport au climat, par exemple, c'est que, ou des ressources de minéraux ou de terres rares, c'est que si elles sont en quantité limitée et qu'il y a une très très grosse demande, et ben les prix augmentent. Donc ça limite quand même mécaniquement la quantité qui est consommée. Le problème vient effectivement de si l'extraction génère des pollutions locales. Et là, c'est sûr que pour l'instant, ces pollutions locales qui sont liées à l'extraction des ressources qu'on utilise ensuite davantage dans les pays du Nord, il n'y a pas de mécanisme qui permettent de les internaliser. Alors, si je peux répondre, donc effectivement, on a toujours tendance à penser qu'une politique coordonnée est toujours meilleure qu'une politique, que plein de petites politiques, chacun dans son coin. Donc, de fait, en Europe, il y a quand même quelques politiques qui sont communes. Donc, il y a notamment l'EU-ETS, donc c'est un marché de permis au niveau européen, et donc toutes les installations européennes qui émettent des gaz à effet de serre doivent acheter des permis à polluer, des quotas carbone
en contrepartie de chaque tonne de CO2 qu'elles émettent dans l'atmosphère. Et donc ça, c'est une politique au niveau européen. Le prix est au niveau européen. Voilà. Il y a le projet d'ETS2 qui est aussi au niveau européen et qui doit justement concerner toutes les émissions diffuses, que ce soit du bâtiment ou du transport. Donc là aussi, ça veut dire qu'il va y avoir un prix plancher, enfin un prix plafond en l'occurrence aussi, au niveau européen. Donc l'idée étant justement d'harmoniser le prix de la tonne de CO2 dans toute l'Union européenne. Donc c'est ce vers quoi on doit tendre pour plus d'efficacité, pour éviter justement les fuites de carbone à l'intérieur de l'Union européenne. Juste en complément, c'est pas pour jeter des fleurs à l'Europe, peut-être il faut sans doute pas, mais c'est sans doute effectivement la région où on a le plus de choses, de coordination sur ces questions-là. Et pour revenir sur ce que tu disais, sur cette mise en place d'un marché de carbone intégré et plus large que ce qui existe à l'heure actuelle, qui va concerner effectivement aussi les véhicules et donc d'une certaine façon remplacer notre bonne vieille contribution climat qu'on a en France à terme, il faut savoir que cette politique inclut aussi des questions redistributives, ce qui est aussi un peu nouveau dans le paysage européen. Donc on a plutôt tendance à progresser, je dirais, sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'avec, associé à ce système d'émissions, est mis en place un fonds vert européen, un fonds social vert, qui va faire un peu de redistribution, notamment vers certains pays, dont la Pologne, qui n'est quand même pas là, très, très contente, mais certains pays, en tout cas, il va y avoir une différenciation en fonction des émissions aussi des différents pays. Donc ça se met un peu en place, c'est bien sûr pas parfait, mais il y a quand même une prise de conscience de ces enjeux au niveau européen. Il est malheureusement l'heure de clore cette session. Un grand remerciement aux trois présentateurs.